Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans la Ciné Critique, je vais vous parler à nouveau d'un film d'Abbas Kiarostami, ce réalisateur iranien que je découvre de plus en plus, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne à travers deux de ses chefs-d'œuvre, Close Up et Le Goût de la cerise, mais aussi les deux premiers volets de sa non moins très fascinante et intéressante trilogie de Cocker. Oui, il a été question déjà ici de Où est la maison de mon ami et de Et la vie continue, donc il va être aujourd'hui temps d'évoquer le troisième volet, Au travers des oliviers, sorti en 1994 dans son pays d'origine, et avec au casting, ce qui était très rare à l'époque dans son cinéma, un acteur fort célèbre et reconnu, pas amateur donc, pour jouer, j'allais dire, son propre rôle. Oui, quelque part c'est le cas, un certain Mohammad Ali Kershavarz. Et aux côtés donc, de ce monsieur, des habitants, vraiment, à l'époque, de Cocker, puisque cette trilogie de Cocker s'intitule ainsi car on tournait dans ce village, aux alentours. Et alors, on va clairement remettre en avant ici des gens qu'on a vus dans les deux films d'avant, histoire de boucler la boucle et de vraiment conclure cette trilogie qui semblait non officielle, mais qui prend des atours très concrets une fois arrivé au bout. Par exemple, nous avons du premier métrage les deux jeunes héros qui ont un peu grandi quand même, les frères Ahmadpour, qui sortent un petit peu de nulle part, dans le cadre, clairement, d'une vitre de voiture qu'on filme. Je reviendrai sur certains points là-dessus, mais hop, voilà, vous voyez déjà comment on peut mettre en abîme, y compris dans la mise en scène, au-delà même de l'histoire qui nous est contée ici. Et alors, du deuxième volet, nous avons Hossein Rezaei qui joue Hossein, qui était un personnage, alors, j'allais dire anecdotique, non, dans une scène qui me paraissait pas ultra importante, si ce n'est dans la réalité ou comment reprendre cours donc dans notre existence après un drame, parce qu'il y a eu un tremblement de terre et tout, mais alors là, ça prend une autre dimension. Il y a aussi évidemment celui qui était le réalisateur, qui venait sur des lieux chercher les deux enfants du premier film, Farhad Kermanman, qui du coup ici est acteur, jouant le réalisateur du deuxième film. Ouais, c'est un peu compliqué, mais gardez en tête une chose, si vous voulez. Au travers des oliviers, c'est une double mise en abîme, qui va encore plus loin et remettre en perspective ce qu'on avait vu dans le métrage précédent, alors que le premier c'était juste une fiction, bon, voilà, qu'on voyait. Là, clairement, on rentre dans le réel d'un cinéma sur le cinéma. Et c'est en cela, en soi, une magnifique conclusion à cette trilogie, puisque Abbas Kiarostami questionne, à travers son cinéma, le rapport au réel et comment le réel s'injecte dans le cinéma, voire même l'envahit. Alors que dans ces films-là, enfin du moins dans le deuxième, c'était plutôt comment le cinéma allait envahir le réel. Là, c'est le réel qui envahit le cinéma. Si vous voyez ce que je veux dire, ça fait effet miroir. Et qu'est-ce qui se passe, grosso modo? Donc, on voit, sur le papier, le making-of, mais c'est de la fiction, du film précédent, puisque on assiste au tournage de Et la vie continue. Sauf que ça va pas se passer forcément comme on pourrait l'imaginer. C'est là où on a la magie du cinéma. Quand on voit Et la vie continue, on s'imaginait pas que ça allait être aussi compliqué sur le tournage. Enfin, compliqué. Sachant qu'on tourne sur des lieux qui ont connu un drame, un tremblement de terre, donc, et que quelque part, on s'intéresse à la vie de ces gens et voir comment ils reconstruisent leur vie. Mais il n'est plus question ici, donc, vraiment de s'intéresser à la véritable diégèse du deuxième métrage, c'est-à-dire chercher si les deux jeunes héros du premier étaient toujours sur place et tout, parce que de toute façon, clairement, ici, on les voit, c'est frontal. Et ils vont même aider au tournage. Donc, l'histoire va se centrer, au-delà de ce tournage, sur le personnage Hossein, qui doit remplacer au pied levé un acteur qui bégaye, voilà, donc il ne peut pas jouer une scène avec une femme. Une scène où on voit un couple marié dans le deuxième film. Bon, là c'est très central, on va dire, à certains événements. Et Hossein va donner la réplique, donc, à celle qui va jouer sa femme dans le tournage, à une jeune femme, une fille, qui va avoir 17-18 ans, enfin, elle est étudiante, quoi, dont il est amoureux. Voilà. Il veut sa main, etc. Sauf que non, ce n'est pas possible. Leur histoire ne peut pas se conclure ici, parce que la grand-mère refuse, et puis même, du coup, la jeune Tahiré, qui est jouée par elle-même, elle joue son propre rôle, voilà, en réalité ou fiction, de toute façon, ne veut même plus entendre parler de lui, sauf que ils vont devoir jouer cette scène, ce qui va être compliqué.
ce qui va donner lieu à une sorte de romance impossible. C'est très particulier, jusqu'à la fin. La conclusion du film est remarquable là-dessus. D'ailleurs, plus on avance, c'est du crescendo, ce métrage. J'avoue que vers la première partie, j'étais un peu là en mode... ouais, j'entre moins dedans que les précédents, mais alors, arrivé donc, notamment au tournage de cette scène... voilà, ça prend une dimension particulière. Et on va voir donc ce réalisateur qui a du mal à faire jouer son acteur, même si, bon, et qui s'intéresse aussi aux gens autour et qui essaie de comprendre, à travers son film, c'est ce qu'il voulait faire à la base, comment ces gens ont pu survivre et comment ils continuent de vivre. Et justement, il y a des questions sociales aussi qui apparaissent, qui viennent là s'imposer à nous. Ça annonce un peu le goût de la cerise aussi, hein. Et c'est après Close-Up, tout ça a un sens dans la linéarité chronologique du cinéma de Kiarostami. J'aurais presque dû faire les films dans l'ordre chronologique, mais bon, voilà, c'est pas grave. Enfin, du moins dans la trilogie, je l'ai fait. Et là, cette idée de société qui, après le tremblement de terre, a mis tout le monde sur un pied d'égalité. Les riches et les pauvres, les lettrés et les illettrés, tous, bah, ils ont subi des pertes, etc. Que ce soit de possession matérielle ou des gens de leur entourage. Et là, tu as le personnage de scène qui est donc non éduqué, ne sait pas lire, qui n'a plus de possession, voilà, qui d'ailleurs refuse de retravailler dans le bâtiment maintenant parce que, voilà, traumatisme et tout, qui veut donc épouser une jeune fille qui, elle, va à l'école et qui sait lire. Donc c'est une différence de classe par rapport à l'éducation. Et c'est à cause de cela que la grand-mère de la fille ne veut pas, voilà, lui accorder la main, parce que les parents sont morts entre-temps, donc c'est la grand-mère qui gère ça. Il y a presque une scène de flashback à un moment où on voit la grand-mère. Enfin, je crois que sur la chronologie, on joue un petit peu plus sur la fiction dans le film, limite là, que dans les deux précédents. Et donc, ça, lui, il a un idéal qu'il donne au réalisateur, c'est qu'il aimerait que les riches et les pauvres, les lettrés et les illettrés, ceux qui n'ont rien, ceux qui ont des possessions, puissent se marier pour pouvoir jouer l'entraide et permettre une meilleure diversité, une meilleure hétérogénéité de la société. On est clairement dans une utopie, surtout dans cet Iran-là, et là, Kiarostami, il met en avant l'idée que ça serait bien quand même. Voilà. Lui qui vient de la ville, etc., là, dans la campagne, bon, bah, on voit que les clivages sont encore plus présents malgré tout, mais que certaines personnes essayent de les transcender. Alors, rien que là-dessus, bah, ça roule, quoi. Ça roule. Et le personnage de Seine est hyper intéressant. Parce que bah, il parle beaucoup. Et il dit beaucoup de choses qui sont assez franches et frontales. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun second degré. On se demande même si le personnage, voilà, là, mais l'acteur derrière n'était pas comme ça. Enfin, on ne sait pas, on peut toujours fantasmer cela. On peut imaginer une quatrième couche où on aurait vu le making-of de ce film-là, voir vraiment comment ça se passait, parce que on s'en est fascinant, à force de rentrer dans des mises en abîme de mises en abîme. Et il est brut de décoffrage, quoi. Et tout ce qu'il dit paraît un peu simpliste, voire niais ou naïf, mais en fait, c'est beau aussi, et c'est important. Et du coup, il refuse de mentir. Et donc sur le tournage, c'est compliqué, parce qu'il doit faire dire à son personnage qu'il a perdu 65 cousins et autres membres de la famille, mais lui, dans sa réalité, il en a perdu que 25, et il n'arrive pas à dire autre chose que 25, c'est 65. Et j'ai revu la scène du film d'avant, donc, et il arrive à dire 65, donc finalement il a réussi à la faire cette scène, et pourtant dans le film, elle est non achevée. Et vous avez aussi le personnage donc qu'on voit pas, qui est hors champ, Tahiré, hein, son amoureuse, qui joue sa femme là, qui le tutoie, parce que c'était comme ça, ils se tutoyaient tous à Cocker, et le réalisateur, il voulait à tout prix qu'elle le vous voie. Il voulait cette différence de ton qu'il retrouvait lui dans sa vraie vie. C'est là où on voit un réalisateur qui va réussir ou non à se questionner sur le fait que s'il veut tourner sur du réel, il veut montrer le réel, enfin une fiction qui s'ancre dans le réel, il doit peut-être remettre lui-même en cause ses directions d'actrice et d'acteur et son scénario. Ça, c'est passionnant, parce que Kiarostami lui-même, peut-être, s'est remis en question là-dessus, et peut-être qu'il a fait des erreurs avant qu'il n'a plus envie de faire, et là, il met son réalisateur dos au mur. Donc il y a cette idée-là, ce jeu des chaussettes blanches aussi, il y a plein de petits délires et tout. Et évidemment, le fait que, pendant que, entre deux scènes de tournage, ça, il essaye encore de convaincre celle qu'il aimerait voir être sa femme, alors qu'elle ne le regarde pas. C'est-à-dire que c'est intéressant, le personnage de Tahiré, là, c'est qu'au début, on la voit, casting, elle est hyper... voilà, elle ose rentrer dans le tas et elle obtient ce rôle. On la filme bien, et après, on la voit quasiment plus. Elle refuse de regarder son partenaire, etc. Et après, ça rentre presque dans une sorte de romance, là...
Donc, je parlais de Roméo et Juliette, mais à la fin, ça court un peu à travers les champs, au travers des oliviers. On retrouve ce chemin vers la colline, qui est le motif de cette trilogie de Cocker. Évidemment, les oliviers, etc. Bon, voilà. D'autres motifs, genre caméra embarquée dans la voiture sur les chemins. C'est assez incroyable parce que, limite, ça donne envie de les revoir à la suite, une fois finalisée cette trilogie. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et même dans certains dialogues, voilà, on voit donc celui qui était le réalisateur dans le deuxième film, ici simple acteur, qui a l'air moins assuré, du coup, forcément. Et vous avez cette dichotomie extraordinaire avec donc, celui qui joue le réalisateur ici, qui est un acteur confirmé, et ça se sent. C'est-à-dire que Kiarostami n'en fait pas de mystère. Dans son jeu, il est beaucoup plus voilà, acting, quoi. Et autour, moins. Et ça marche. Parce qu'il vient d'ailleurs et il a du mal à s'ancrer dans cette réalité. Et on le voit s'écrouler un peu dans ses certitudes au fur et à mesure que le film avance. Et donc, ouais, je voulais finir quand même sur les frères Ahmadpour, là, qu'on revoit, qui sont devenus ados, hein. Quelques années, alors je sais plus, je compte pas, mais après donc leur apparition dans le premier film, et la façon dont ils apparaissent, il y a l'assistante donc là, Madame Shiva, qui est là et qui, hop, ils sont là. Et le pire c'est qu'il n'y a même pas de mention qu'ils étaient dans le premier film. Enfin, nous on les reconnaît et ils apparaissent dans le champ de la caméra à travers donc de surcadrage de la vitre de la voiture, parce que on a en fait c'est le point de vue subjectif de l'assistante qui conduit, c'est elle qui est la caméra avec ses yeux. Et elle arrive comme ça, elle les met dans le champ, elle les sort, ils reviennent dans le champ, ils vont aider, ils reviennent à la fin, et vers la fin, il y a une scène où on voit ces deux personnages, plus celui de Sane, et Taïré aussi, un peu de côté, qui observent, qui regardent limite face caméra pour nous dire à nous spectateurs, voyez, on est tous là. Là, on est en train de finir la trilogie. C'est amusant, il y a un jeu de Kiarostami là-dessus. Et en fait, même si, là, à chaud, je dirais que c'est le moins bon des trois, enfin, le moins bon, c'est une erreur que je viens de donner là, que je viens de dire. Celui avec lequel j'ai eu le moins d'affinité pendant les deux tiers, mais arrivé au bout, je me dis que ça sublime presque l'ensemble. Donc oui, au final, vous savez, les notes et les classements, je m'en fous, je mettrai les trois sur un pied d'égalité dans une sorte de sensation globale qui me fait dire que cette trilogie est indispensable et à voir ou revoir. Bien sûr, voyez aussi Close-Up et le goût de la cerise. Je ne sais pas vers quoi je me tournerai ensuite dans le cinéma de Kiarostami, parce que là, j'ai clairement vu les 5 films dont on parle le plus dans sa carrière, mais il doit y en avoir d'autres qui doivent être assez forts et merveilleux aussi. C'était un cinéaste rare, qui tutoyait donc le réel dans sa fiction, qui questionnait la fiction dans le réel, et le réel à travers la fiction. Et là, on a un petit peu, quand même, un écho global à sa carrière, avec ce « Au travers des oliviers », qui remet en perspective les deux d'avant. Voilà, alors j'étais un peu pêle-mêle et tout, mais voyez-le, la conclusion est remarquable avec une musique classique, là, une fin ouverte, et ouverte qui s'ouvre sur le paysage aussi. J'en dirai pas plus. C'est une expérience quand même, hein, ce genre de visionnage. Allez, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine, ciao.